Et bonjour les amis de Monde Safari. Si vous pensez que le safari rime avec Afrique, mais détrompez-vous. Aujourd'hui, je reçois David, ornithologue amateur mais très éclairé, qui va nous prouver le contraire. Et oui, aujourd'hui, je ne suis pas en Afrique, mais je suis en Espagne, à Haut-Aragon, juste de l'autre côté des Pyrénées. Et je reçois David. Bienvenue David. Oui, merci. Bienvenue en Espagne, d'avoir quitté ta Belgique natale pour découvrir notre belle région. Et vous verrez, David a découvert comme moi cette région, il en est tombé amoureux. Et tous les deux, on est bien d'accord sur le fait que le safari, ça peut être aussi ici. Tout à fait. Il faut d'abord commencer dans son jardin. Tout à fait. Oui, Dans et là son c'est jardin. vraiment dans le jardin. Et ici, le jardin, il est immense. La nature, elle est grande. Le jardin commence là et il va déjà sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. Il ne faut pas parcourir beaucoup de kilomètres pour voir beaucoup de nature. Exactement. Alors il faut savoir qu'ici, le Haut-Aragon est une région qui est très très riche, spécialement pour les rapaces, mais pas que. Et dis-nous, pourquoi tu as décidé de venir ici au mois de juin? Pourquoi le mois de juin? C'est déjà un petit peu tard pour la saison. L'ornithologie, on va dire que le printemps commencerait mars, avril, après la migration. Le mois de juin, moi je viens vers fin mai, début juin, parce que la météo est plus clémente, parce que il y a encore beaucoup d'observations à faire intéressantes au niveau des petits oiseaux qui chantent énormément. Et on a affaire aussi aux parents qui commencent à nourrir les petits. D'accord. Donc là, ça devient très intéressant à faire des belles observations au niveau comportement des parents avec les enfants, qui va nourrir les papas ou les mamans. Et puis après, on peut voir les jeunes qui commencent déjà à s'envoler, comme maintenant, on a déjà toutes les hirondelles qui sont déjà sorties du nid, les martinets aussi. Effectivement. Donc la population s'est vraiment multipliée par 2 ou par 3. Et on se retrouve avec de plus en plus d'oiseaux dans le ciel. Et c'est très intéressant à faire la différence entre les parents et les jeunes. D'accord. Donc, l'ornithologie, faut pas penser que c'est vraiment pour les gens hyper pointus. C'est un peu pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir la patience, de se mettre à un endroit où il y a un peu de nature. Ça peut être au fond de sa rue, au fond de son jardin. Ça peut être là où il y a un arbre avec quelques buissons. Et on va commencer par les petits oiseaux qui sont fréquents dans le village. Voilà. Même en Belgique, En Belgique, voilà, à toute voilà. saison, on peut observer des oiseaux. Toute l'année. Toute l'année, on peut voir des oiseaux. D'accord. Je pense qu'on a un peu oublié qu'en fait, la nature n'est jamais très loin, hein. Même quand on vit en ville, en fait, un parc, le balcon, il y a toujours Tout à quelque fait. chose à observer. Tout à fait. Moi, j'habite Bruxelles. Et j'ai commencé mon approche ornitho au fond de mon jardin. J'avais un petit oiseau qui est venu déféquer sur ma tête. Ah Il oui, c'est a eu plus original. d'une vingtaine d'années. Et au lieu de lui envoyer le livre sur la tête que je lisais, je l'ai regardé et j'ai dit, mais toi, c'est mignon en fait. C'était une petite boule comme ceci, qui était jaune Mm. et bleu, avec Mm. un petit peu de blanc. Et je ne savais pas ce que c'était, donc j'étais chercher mon premier livre qui m'a coûté l'équivalent de 7 euros. Et j'ai regardé dedans et j'ai trouvé que ça s'appelait une mésange bleue. Oui. Et après, j'ai regardé les autres pages et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément d'oiseaux. Et j'ai acheté ma première paire de jumelles et j'ai commencé à parcourir les parcs publics. Les parcs publics, les sentiers que tout le monde parcourt en famille, avec son chien, avec ses enfants. Moi, je me suis arrêté sur un banc, j'ai attendu, et puis j'ai entendu un oiseau là, un oiseau là, et j'ai commencé à feuilleter mon bouquin de plus en plus. Maintenant, le bouquin, après un certain temps, il n'était pas assez Ouais, technique. ouais. Donc là, on a envie d'avancer un peu plus, de connaître un peu plus d'espèces d'oiseaux. Donc là, il faut aller dans les bois, il faut aller près des marécages, il faut aller près de la mer. Et donc la Belgique, c'est un petit territoire, mais avec énormément de milieux différents, qui fait qu'on voit plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux différents. Et il faut quand même quelques années avant de pouvoir tout maîtriser. Tous les voir. Tous les voir, il faut quelques années. Donc, on parlait de bouquins, et effectivement, il y en a de toutes les tailles, toutes les couleurs. Il y a des petites fiches comme ça, de terrain.
et qui sont faciles à amener. Et surtout quand on débute, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 informations. Après, il y a des bouquins un peu plus classiques. Celui-là, il est en espagnol puisque nous sommes en Espagne, mais ça existe pour tous les pays d'Europe et toutes les langues. Et avec déjà un peu plus d'infos, un peu plus d'images aussi. Et puis, il y a les gros pavés comme celui-ci, qui est la Bible des oiseaux africains, là plutôt sur vraiment l'éthologie, le comportement, plein d'anecdotes. Voilà, c'est un peu plus que pour les débutants, mais c'est très intéressant parce que moi je me suis prise au jeu justement lors de mon premier voyage en Afrique. Je visite Kruger un peu par hasard, c'était pas du tout prévu. Et puis à part la faune, les mammifères, les prédateurs, tout ça que tu dis waouh, c'est un Éden, c'est un jardin d'Éden. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touchée, ce sont les oiseaux. C'est vrai qu'ils sont un peu plus colorés. Je pensais qu'ils étaient plus colorés que ceux de chez nous, parce que on n'a pas que des oiseaux gris et marrons. Mais pour moi, un oiseau ici, c'est un peu plus qu'une poule, pas très intéressant, un petit machin, pas très intelligent, etc. Et puis, en fait, en Afrique, déjà les couleurs, la taille de certains oiseaux qui font quand même 1,50 m de haut, donc tu les vois de loin, ils sont énormes. Les tisserands avec leur nid, où tu vois quand même qu'il y a une intelligence incroyable. Et quand je suis rentrée, je me suis acheté un bouquin pour les oiseaux d'ici et je commençais vraiment à m'intéresser. Après, c'est vrai que les oiseaux, surtout chez nous, ils ne font pas 1,50 m. Tu vois, donc, il faut investir un petit peu, avoir des jumelles. Alors, on commence des fois avec des petites jumelles qu'on achète un peu dans le magasin du sport local, non ? Et puis après, au fur et à mesure, on s'y intéresse. J'imagine que toi, tu as plutôt du bon matériel. Petit à petit, j'ai commencé à acheter ma première paire de jumelles qui n'était pas très chère. Et c'était très bien pour des bonnes luminosités. Ouais. Il ne fallait pas que ça soit trop tôt le matin ni un peu plus tard en fin de journée. Une bonne luminosité, c'était suffisant et je ne les ai pas payés plus de une centaine d'euros. On peut en avoir encore un peu moins cher, mais ça devient vite des jouets aussi. Oui. Dès qu'il commence à pleuvoir dessus, l'humidité du un matin, minimum. donc il y a un peu de buée qui peut se former dessus. Et donc moi j'en suis à ma deuxième, ça fait plus de 25 ans que je fais de l'ornitho. Oui. Donc la première paire de jumelles, je les ai gardées pratiquement 18 ans. Oui, 18 ans, je les ai gardées, elles étaient très très bien, elles ont été un petit peu abîmées, je les ai fait réparer. C'était la marque Nikon, elles agrandissaient à 7 fois. D'accord. Donc sur une paire de jumelles, on a 2 chiffres. On a le premier qui est le pouvoir de grossissement et le deuxième c'est la grandeur de le diamètre de la lentille qui permet d'avoir une vue un peu globale de la zone qu'on va regarder. Et donc c'était une 7 x 42. Et donc maintenant elles sont vraiment vieilles et usées, elles ont été abîmées. Et quand la dioptrie s'abîme, on a un dédoublement d'image et c'est pas évident de voir une image qui en double. Donc je me suis acheté une autre paire de jumelles récemment, c'est une Zeiss, qui elle a grandi à 10 fois pour un diamètre de lentille de 42. Et 10 fois pour moi c'est largement suffisant parce qu'au plus gros on va avoir le grossissement, au plus c'est difficile de viser un oiseau dans l'arbre. Un particulier. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. À quelle distance tu peux bien voir un oiseau avec ces ça jumelles-là? ici, moi je veux dire qu'à 4 mètres ça fonctionne, je peux regarder les papillons avec. D'accord. Donc si les papillons sont posés même à 2 mètres et demi, ça fonctionne très bien. D'accord. Aussi. Et au plus loin? Et au plus loin, je peux aller jusqu'à plus d'1 kilomètre. Parce que c'était une bonne vue. Alors, il faut avoir pas spécialement une bonne vue parce que je porte des lentilles. Oui. Je porte des lentilles de contact, j'ai des lunettes aussi pour regarder de loin parce que je vois rien du tout de loin. Mais après, l'identification d'un oiseau en vol quand il est très loin, c'est des critères qui demandent un peu plus de temps. Oui. Il faut quand même un peu de vue. Il faut avoir un petit peu plus de pratique. Et puis si vous êtes comme moi et vous avez un peu la tremblote, il existe des jumelles stabilisées. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique pour tout ce matériel parce que ça vaut le coup d'y s'y pencher un peu plus en détail. Et puis après, on passe aux longues vues, où là, c'est un gros investissement quand même, et aussi moins mobile quand même, parce que voilà. Mais je pense que je redemanderai de nouveau une contribution à David pour une autre vidéo spécifique sur le matériel optique
pour l'ornitho, mais pas que, parce que quand on fait un safari en Afrique, mais aussi en Europe, quand on s'intéresse aussi aux mammifères, on va en montagne, on veut voir des isards, etc., on utilise aussi des jumelles. Donc il est intéressant de savoir un peu ce qui nous propose le marché et aussi pour tous les budgets, parce qu'évidemment, c'est un investissement. Alors David, voir les oiseaux, c'est une chose, on a une bonne paire de jumelles, etc., mais souvent, les oiseaux, on les entend plus qu'on les voit. Et je dois t'avouer que les chants d'oiseaux, c'est pas facile à approcher. On a l'impression, ils sont différents bien sûr, mais les reconnaître, ça demande d'autres capacités que la vue. Donc, tu as peut-être quelques petites astuces. Oui, la première astuce, moi je le dis toujours, c'est aller déjà tôt le matin, parce que les oiseaux chantent tôt le matin. Et quand je dis tôt le matin, ça peut être 8 h du matin. Voilà, moi, je promène mon chien pendant une demi-heure, je m'installe sur le banc pendant que mon chien il tourne. Et bien, pendant les quelques minutes que je suis là, je vais entendre un oiseau. Et puis, je vais l'entendre et l'écouter, prendre vraiment le temps de l'écouter. Et à un moment donné, je vais essayer, sur ce moment où je vais l'entendre, de peut-être faire une petite mémotechnique. Pourquoi pas essayer de l'imiter. Pourquoi pas essayer d'utiliser une gestuelle qui va me dire, tiens, celui-ci, il monte très vite, et puis il descend, il fait une petite ritournelle, Il y a des oiseaux qui vont être très créatifs, il y a des oiseaux qui vont être à copier le même chant. Par exemple, on va avoir ici le pinson des arbres. D'accord. Le pinson des arbres, c'est un oiseau qu'on rencontre pratiquement partout, c'est assez commun, mais si je vous le fais écouter... Et ça donne ceci. Donc ce petit oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que répéter toujours la même phrase. D'accord. Moi j'appelle ça des phrases, parce qu'il fait toujours la même chose, et puis il va s'arrêter un tout petit moment. Ce moment d'espace est vraiment important, parce qu'on dirait qu'il reprend sa respiration, et il recommence. Et dans ce chant, on va entendre qu'il y a 3 parties. Une première partie où on va voir qu'il va commencer à accélérer, et puis après il va y aller un peu plus fort, et il va terminer par un son qui va descendre un peu comme s'il descendait des escaliers et qu'il avait raté la première marche. Et c'est pas mal. Il dévale les escaliers, et puis quand il arrive en bas, il fait « Didju ». Et donc, si je le remets, écoutez, donc... Et en bas, il fait « Didju », parce que voilà. Et donc, moi je dis aussi, on dirait presque... C'est comme si on voulait allumer le moteur de sa voiture, il fait froid, il y a la courroie qui glisse un tout petit peu, et alors, et puis elle commence, tu vois un petit peu. Et donc chacun va essayer, voilà, des petits mémotechniques, mais chacun peut essayer aussi de se trouver le temps de mémoriser ça d'une manière ou d'une autre. Le nom de l'oiseau n'est pas important dans ces cas-là. C'est pouvoir se dire, tiens, cet oiseau, il chante de cette manière-là. Et les mémotechniques, il y en a... Et après, c'est une question de lier ce son qu'on a enregistré à la figure, en fait, à l'image. L'image. Et à petit, ça rentre. Mais c'est vrai qu'il faut s'entraîner. En premier lieu, on va l'écouter, on va mémoriser, et puis après, on prend la paire du jumelle et on va le voir chanter. Et en général, quand on passe les yeux et qu'on voit l'oiseau chanter, on le mémorise un petit peu plus. Dans le cerveau, il y a quand même le lien qui se fait. Il y a une mémoire photo qui va... s'imprégner dans le cerveau avec les oreilles. Voilà, donc le meilleur moment pour écouter l'oiseau, c'est le matin. C'est mieux. Voilà. Et ils marquent leur territoire, et voilà. De l'aube à 10 heures du matin. Même avant l'aube, pour certains, c'est ça, pour certains, effectivement. La saison, voilà. Quand on dort les fenêtres ouvertes, par exemple, il fait encore nuit, mais on entend déjà que ça bouge et que les oiseaux s'activent. Super. J'ai hâte de faire une sortie avec toi. Si comme moi, vous avez envie de faire une petite sortie avec David, bien lui était en Belgique. Il a une page Facebook. Oui, une page Facebook sur laquelle je publie des vidéos, les photos que je fais, la page Facebook s'appelle Rama Dibali Nature Paint. Là-dessous et dans la description. Oui. Et donc, avec chaque vidéo, s'il y a le chant de l'oiseau, je vais en même temps y apporter un petit descriptif sur la manière de pouvoir essayer de retenir le chant de l'oiseau, comme je l'ai fait là tout à l'heure dans la démonstration avec le pinson des arbres. Et puis, bien sûr, les autres photos aussi pour apprendre à identifier la différence entre
certains rapaces qu'on peut voir en Belgique, ou en période de migration, où tous les oiseaux qui passent par la Belgique pour rejoindre les territoires du Nord, mais qui viennent par exemple d'Afrique en hiver, et ainsi de suite. La migration, c'est assez compliqué aussi, parce qu'il y a des allers-retours qui vont se faire. Et donc, on peut voir des belles espèces supplémentaires à certaines périodes de l'année. En automne et au printemps, il y a des oiseaux supplémentaires qui viennent sur les territoires belges. Belges, Oui, parce qu'ils belges, descendent. bien sûr, oui. D'accord. Ouais. Et puis, c'est vrai que tu viens ici aussi pour une bonne raison, à cette époque. Il y a encore un peu plus d'oiseaux ici. Il y a encore un peu plus d'oiseaux ici en Aragon, parce que on a tous les migrateurs. Qui viennent nicher chez nous. Exactement. Nicher ici en Espagne. Exactement. Donc, on me fait rigoler parce que des fois, je pars en Afrique. Et puis, ils sont plus là. Et bien, en fait, ils sont chez moi. Donc, j'ai juste à revenir chez moi pour voir les guêpiers, les huppes, les reliers. Tout à fait. Le loriot, les rapaces aussi. Il y a des rapaces migrateurs. Le percnoptère est un migrateur. Exactement, oui. Les aigles bottés, tout ça. Donc, en fait, on a quand même en Europe des oiseaux très intéressants, très colorés également. Ils ne sont pas tous marrons et gris. Mais voilà, il faut un peu les chercher. Et puis, c'est vrai que quand on est accompagné par quelqu'un qui se connaît bien, comme David, l'approche est plus facile. Des fois, on se décourage un peu tout seul, je dois l'avouer. C'est pas facile, mais quand tu as quelqu'un qui te donne les petites astuces, où trouver certains types d'oiseaux, parce qu'évidemment, chaque oiseau a son milieu naturel. Ce ne sont pas les mêmes au bord de l'eau, ce ne sont pas les mêmes ici, dans les serras. Mais des fois, quand on débute, on ne sait pas trop. Et puis on a des bouquins, et puis on a des professionnels ou des amateurs très éclairés qui peuvent nous conduire un peu dans la bonne direction et surtout nous rendre ça beaucoup plus facile. Et puis surtout, partager leur passion. Comme vous voyez, David le partage très facilement et voilà, avec beaucoup de cœur. Beaucoup d'amusement aussi, parce que l'ornitho, c'est ça, c'est pas quelque chose de difficile si on prend son temps. Voilà. L'ornitho, c'est rigolo. C'est rigolo, l'ornitho. C'est pas pour les intellos. Tout à fait. Non, ça peut être très, très rigolo. Et puis même les enfants, ils se prennent vraiment au jeu. Ah oui, j'ai des enfants qui ont 10 ans. En dessous, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir rester tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais j'ai des gamins de 10 ans qui, avec la paire du jumelle, sont déjà très contents de pouvoir manipuler, voir un oiseau très coloré et en même temps pouvoir dire tiens, j'ai retenu son nom là. Voilà, et puis quand en plus on ramasse une plume et qu'on peut identifier tel oiseau et lui dire c'est tel nom et tout ça, les enfants ils aiment beaucoup. Voilà, c'est un jeu intéressant, ludique, mais aussi c'est comme une chasse au trésor. Chasse au trésor, exactement, oui. L'ornitho, c'est une chasse au trésor. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il m'arrive des fois de partir en espérant voir cet oiseau-là. Je ne vais jamais le voir, mais j'en vois 3 autres différents que je ne pensais pas voir du tout. Exactement, oui. Non, il y a de la chasse au trésor. Tout à fait. Et puis, il faut s'appliquer un petit peu, quand même. Voilà, c'est pas facile, c'est pas comme au zoo. Des fois, on passe des heures et des heures, on ne voit pas grand-chose. Et puis, des jours, comme tu dis, on ne voit pas. Non, tout à fait. Quelques espèces rares, on va dire, pour la région, par exemple. Et alors, David, pour nos amis belges, parce que tu connais particulièrement bien la Belgique, quels sont tes spots préférés pour faire de l'ornitho? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas dire lequel, mais sur lequel je suis là pour l'instant depuis 2 ans, c'est dans la région, c'est en plein milieu de la Belgique, ça s'appelle la Famenne. C'est une région géologique qui se situe entre le Condroz et les Ardennes. Et c'est toute une bande géologique avec du schiste. D'accord. Et il y a des buttes nues où on est dans un couloir migratoire. D'accord. Et à un certain moment de l'année, donc en automne ou au printemps, on peut voir circuler une quantité d'oiseaux qui est quand même assez importante. Par jour, on peut avoir plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux qui vont circuler, qui vont transiter entre le sud et le nord pour rejoindre leur quartier d'hiver et puis redescendre en automne. Donc oui, la butte de Honnay est mon endroit favori pour l'instant. C'est une butte vraiment super sympa, on est en hauteur, on est une dizaine d'ornithologues et là on a du matériel supplémentaire qui nous permettent de pouvoir voir des oiseaux vraiment très loin. D'accord. Et alors, on s'amuse à les compter. On s'amuse à les reconnaître en vol. C'est une autre technique aussi, apprendre à reconnaître les oiseaux en vol. Et après, on les compte. Donc, il y a des ornithologues qui ont un compteur. Et chaque fois qu'ils voient des oiseaux, ils les comptent. Et donc, on a appris à compter
des oiseaux en groupe. Au début, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quantifier. Un groupe d'oiseaux, ils sont 153. On dit qu'on invente des chiffres. Mais au fur et à mesure qu'on D'accord. s'habitue à compter rapidement par 10, puis Oui. par 30, puis 50, puis par 100, eh bien, on arrive à compter pratiquement approximativement. Ben, il y a 452 oiseaux qui sont passés. D'accord. Voilà. Et moi, ce que je fais en plus, je fais une photo. Si j'ai un groupe d'oiseaux, je fais une photo. D'accord. Et ça me permet après, sur l'écran, aller par oiseau, aller les Oui, compter beaucoup un plus à facile, un oui. pour me dire est-ce que Est-ce ma que je suis technique bon? de comptage, elle est vraiment bonne. Et au D'accord. fur et à mesure de plusieurs séances comme ceci, on devient de plus en plus pointilleux sur le nombre d'oiseaux. D'accord. Mais ce qui est intéressant en période migratoire, surtout vers février, là, Mhm, quand il y a les grues qui remontent, mhm. c'est que moi je les vois passer ici. Et puis je lui envoie un petit message, je lui dis ils arrivent. Ouais. Et 2-3 jours après, il me dit ah ben oui, ils Ah ben, arrivent, ils sont passés, là. tout Ouais. à fait, oui, Et oui. c'est marrant. Et dans l'autre sens aussi, mais c'est plus flagrant à la montée quand même. Dans la Ouais. montée, c'est plus fréquent. C'est plus flagrant et ben, ça nous permet aussi de s'envoyer quelques petits messages, de rester en contact parce que je dis voilà. Et bon, c'est vrai que les grues, c'est flagrant quand elles passent. Ici, nous sommes à côté d'un lac et quand il fait pas très beau sur les Pyrénées, puisqu'on est juste le côté espagnol, et ben en fait, elles s'arrêtent à côté du lac. Donc pour moi, ça fait de très belles observations. Et puis, ben, je sais que 2 ou 3 jours après, ben, elles vont survoler Tout à fait. la Belgique. Elles remontent Ouais. par la France, elles font des petits stops aussi, par exemple, en Champagne, au lac du Der. Et Oui, au là, lac j'ai du d'autres Der. collègues ornithos qui m'ont dit elles vont bientôt arriver. Et après, elles redécollent c'est un bon moment pour décoller. Et alors, elles viennent s'arrêter dans le sud de la Belgique. On a une petite région qui s'appelle le Limbourg. D'accord. Et il y a une quantité d'oiseaux qui viennent se poser aussi. Il m'est déjà Ouais. arrivé de partir tôt le matin pour aller observer une centaine de grues avant qu'elles repartent dans leur quartier hiver. Hein. C'est chouette, Oui, c'est vraiment chouette. très très C'est bien. vraiment impressionnant, Ouais. je vous avoue. Moi, c'était On une ne peut des... pas les rater. Oui. C'est des milliers d'oiseaux. Hein. Voilà, C'est quand vraiment ils se des sont posés ici il y a dizaines, quelques années, et, je dois avouer que c'était une des plus belles expériences d'observation d'animaux, plus qu'en Afrique, plus que le bruit, le nombre d'oiseaux, et puis comme ils bougent tous ensemble, l'information et tout, c'est vraiment très très... Elles ne volent pas que le jour, elles volent même la nuit. Hein. Oui, oui, Donc, oui, nous, on a les déjà entend. eu du côté de Barvaux, donc on est un petit peu plus haut, on est dans le Condroz. On était avec des amis, on avait été manger au resto, il était 23h30. On est retourné pour aller dormir au gîte, et là il y avait encore des centaines d'oiseaux qui passaient au-dessus de notre tête. On les voyait plus, mais on les entendait bien. Voilà. Le Bon, gros vous l'aurez gros. compris, Oui. ornitho, c'est jusqu'au bout de la nuit. Hein. Ah oui, Il y a toute pas, la- il y a- ouais, le jour voilà, et la nuit. le jour et la nuit. Il y a, Ah, il y a les chouettes, il y a les hiboux. c'est un style de vie hein, Ouais, d'être tout à fait. ornitho. On a toujours les oreilles bien ouvertes Ouais, et les yeux aussi. la distraction de l'ornitho, c'est ça. Tu peux me parler, mais en même temps, j'ai l'oreille qui est dirigée par là-bas. Et j'ai dit, je suis désolé, mais il y a un nouveau oiseau qui vient de passer. Cette rencontre avec David était vraiment passionnante pour moi. Je le connais encore mieux maintenant, même si on se connaît depuis des années. Mais voilà, de discuter comme ça devant vous, hein, ben, c'était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a donné envie de commencer à vous approcher un petit peu du monde des oiseaux. Et dans la description, je vais vous mettre plein de liens utiles. David m'a parlé d'applications, de livres. Moi, c'est vrai que je connais plutôt ceux d'Afrique, mais je vous mettrai les deux. Des applications ornitho avec les descriptions, les photos des oiseaux, mais aussi leurs chants. Les petits bouquins qui existent pour l'Europe, spécialement, pour que vous puissiez commencer petit à petit, si vous n'êtes pas encore passionné d'oiseaux, de le devenir. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce moment passionnant. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu de toute nouvelle vidéo qui va suivre. À très bientôt! Au revoir.